C'est plutôt dommage qu'il puisse être rendu au chef du gouvernement français et à la mémoire de ces soldats qui sont morts dans tous les continents pour la liberté. Monsieur le Premier ministre, c'est une immense fierté pour moi, pour l'ensemble de mes amis élus du pays de l'agglomération du Pays de Meaux, de vous accueillir avec les deux ministres qui vous accompagnent sur cette terre chargée d'histoire où se déroula la bataille de la Marne, héroïque et tragique, au pied du musée de la Grande Guerre, le plus grand musée d'Europe, dédié à l'histoire de la Première Guerre mondiale. C'est aussi, je dois vous le dire, un immense honneur de vous avoir à nos côtés pour l'inauguration de cette tranchée reconstituée sur 1000 mètres carrés, qui est une première mondiale et qui permet au public de mieux comprendre et d'appréhender l'horreur absolue de cette guerre. Une tranchée dont nous retrouvons hélas la même configuration dans d'autres conflits, y compris aujourd'hui en Ukraine. Et je voudrais à ce point de mon propos adresser mes remerciements les plus forts, les plus chaleureux à l'égard de tous ceux qui ont permis la réalisation de cet investissement. Je pense bien sûr aux présidents de départements d'Île-de-France qui sont ici, je remercie chaleureusement, la présidente de la région Île-de-France, mais aussi le ministère des Armées, cher Jean-Louis, sans oublier nos mécènes qui ont répondu les uns et les autres avec beaucoup de générosité, parce que c'est le devoir de mémoire, et je veux ici vraiment leur témoigner, au nom de tous mes collègues élus de l'agglomération de Meaux, notre reconnaissance. Et j'ai une pensée, bien sûr, pour notre grand ami Jean-Pierre Vernet, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et qui est l'homme de la collection exceptionnelle que l'on peut découvrir dans ce musée. La vérité, monsieur le Premier ministre, c'est que la connaissance de la Première Guerre mondiale, c'est majeur pour comprendre le monde actuel. Car en fait, tous les problèmes, tous les défis que nous avons à relever trouvent leur origine dans la Première Guerre mondiale. Ce que nous voyons dans les Balkans, en Ukraine, au Proche-Orient, mais aussi l'émergence des États-Unis, de la Chine, de l'Afrique, et bien sûr la construction européenne, après l'effondrement du communisme et du nazisme, trouve sa source dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Voilà pourquoi, dans ce contexte, et je le dis devant les professeurs qui sont ici, à qui je veux rendre hommage, et en particulier ceux de l'école d'Ilmer, voilà pourquoi il est capital et même vital de préserver l'enseignement de l'histoire aux jeunes générations, parce que la connaissance de cette époque permet aussi aux aînés d'en appeler au devoir de vigilance. D'abord, au nom du devoir de mémoire des 9 millions de morts et 21 millions de blessés dont les noms ornent nos monuments dans le monde entier. Mais aussi, ensuite et surtout, pour que nos enfants et leurs parents mesurent l'importance du tragique. Le tragique, c'est la guerre. Et depuis 80 ans, il n'y a plus, nous avons cette chance de guerre en Europe occidentale. Alors certains ont la mémoire qui flanche. Pendant des siècles et des siècles, on pleurait en Europe. Un père, un frère, un fils. Alors, aujourd'hui, parce que la mémoire de ce tragique se perd, eh bien, il y a certains qui se laissent à nouveau séduire par les sirènes de l'extrémisme, de droite comme de gauche. Alors voilà ce qui doit faire la différence entre un responsable politique ordinaire, monsieur le Premier ministre, et un homme d'État. Sa culture historique, sa perception de l'histoire de France et de l'Europe qui n'est pas une page blanche. Et je veux dire combien je suis heureux de voir aujourd'hui présents les représentants des autorités civiles et militaires, mais aussi des autorités religieuses, toutes confessions confondues, pour rappeler que la France est une nation indivisible et que nous ne devons jamais rien céder au séparatisme et au communautarisme. Voilà, monsieur le Premier ministre, pourquoi nous sommes si fiers de vous accueillir ici, vous qui êtes un grand militant de l'Europe, qui avez, cher Michel, tant œuvré avec d'autres pour sa prospérité. Heureux, enfin, de vous accueillir sur le lieu même de cette bataille de la Marne, et ce sera mon dernier mot, de cette bataille de la Marne qui est un grand symbole de l'histoire militaire et de l'histoire de la France. D'abord parce que tout semblait perdu en quelques semaines. Du 2 août au 5 septembre, les armées françaises n'avaient cessé de reculer comme en 1870 et comme hélas en 1940. Sauf que là, cette fois-ci,
lorsque le général Joffre dit aux soldats français, aux millions d'hommes, car c'était bien 1 million d'hommes qui étaient à reculer, que cette fois il valait mieux se faire tuer sur place plutôt que de reculer parce qu'il fallait sauver Paris et la France. Le miracle s'est produit et la bataille de la Marne a permis que l'on s'enclenche alors un conflit terriblement douloureux, mais ce jour-là, Paris fut sauvé. Cette idée finalement de ce qu'on a appelé le sursaut français, ce sursaut français auquel on pense si souvent. Vous savez, c'est une idée que César décrivait très bien dans la guerre des Gaules. Il disait « Les Gaulois sont un peuple querelleur, batailleur, éternellement divisé, mais capable, quand les circonstances le commandent, de se retrouver derrière un grand chef. » Eh bien, ça tombe bien, les circonstances le commandent. Monsieur le Premier ministre, à vous, madame.